Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Quel message, quelles actions, quels rêves, selon les parcours, selon les affinités, selon les passions et même selon l'actualité. On va en parler aujourd'hui avec nos invités qui sont toutes en place, un plateau 100% féminin. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. Vous connaissez la maison, on vous pose juste ici. Eh bien, Fais voir ta région, c'est parti. Et pour vous, que représente cette journée du 8 mars? On va en parler avec nos invités. Elles sont toutes avec nous. Elles ont toutes une actu liée ou non en lien avec cette journée. Chloé Bonnard, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes artiviste et entrepreneur. Cette journée déjà du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, elle représente la possibilité de visibiliser des sujets qui touchent la femme et les minorités. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire en termes d'égalité. Et en fait, cette journée, elle montre que voilà, c'est une opportunité pour faire valoir nos voix, pour investir, par exemple, l'espace public. C'est ce que je fais à travers la bâche que j'ai imaginée et créée pour la collective à Genève, qui sera dévoilée donc, le 8 mars à 13h. Et je pense que voilà, chacune et chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, en tout cas lors de cette journée, pour faire entendre nos voix. On va y revenir justement. À vos côtés, Catherine Schmutz-Nico, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-conservatrice du château de Nyon. Cette journée pour vous du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente? Moi, elle me fait penser à mes aïeules, à ma mère, à ma grand-mère et à ma fille. Ma grand-mère qui est institutrice, qui a dû arrêter de travailler parce qu'elle s'est mariée. Ma mère, presque idem aussi, elle a dû s'installer dans le canton de Vaud pour pouvoir continuer à travailler. Et ma fille qui, elle, qui est activiste et qui est très engagée et qui m'ouvre les yeux encore plus sur ces sujets. Donc voilà, ça me fait penser au passé, au futur et aux personnes qui me sont proches. Ouais, des sujets très actuels puisque cette semaine, justement, le château de Nyon va vernir une exposition qui est intitulée Femmes de Nyon de A à Z, vernissage demain soir, justement. On va en parler également avec vous. Merci beaucoup. À vos côtés, Ursula Verhoef, ça c'est néerlandais. Irlandais, d'accord. Néerlandais. Hollandais. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Union des femmes de Nyon depuis très peu de temps. Félicitations déjà pour ce rôle que vous incarnez. Cette journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors pour moi, elle donne l'occasion de trois choses. De saluer les avancées dans le domaine du droit de la femme, du droit de la famille, depuis de nombreuses années en Suisse, mais aussi de rappeler qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos acquis, car la société évolue et les acquis peuvent être remis en question, comme on voit en regardant outre-Atlantique peut-être, ou par exemple le droit à l'avortement aux États-Unis, dans de nombreux États, est remis en question, voire carrément aboli. Et puis troisièmement, pour moi, cette journée donne aussi l'occasion de peut-être mettre l'éclairage sur des domaines où les femmes sont encore négligées. Vous voulez que je vous cite un exemple? Allez-y. Oui. Alors par exemple, dans le domaine de la médecine, il y a une nouvelle branche, enfin nouvelle relativement récente de la médecine, une branche pluridisciplinaire, qui, à partir du constat que les corps des hommes et des femmes ne sont pas identiques, se penche sur le fait que les hommes et les femmes réagissent différemment aux maladies ou sont aussi différents par rapport aux médicaments. Et encore un exemple peut-être, par exemple l'infarctus du myocarde. Nous connaissons, je pense depuis longtemps, les symptômes pour les hommes, une douleur au thorax qui irradie dans le bras gauche. Mais pour les femmes, les symptômes peuvent être différents et confondus. Ça peut être des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des vertiges. Et la patiente peut penser qu'elle a fait une indigestion, alors qu'en effet, sa vie est en péril. Natacha Mangane, bonjour. Bonjour. Vous êtes rugby woman, vous faites partie du Nyon Rugby Mermaids. Vous lancez votre deuxième partie de saison en cette journée du 8 mars. Elle représente quoi cette journée pour vous? Pour moi, c'est une occasion, une opportunité qu'on donne à des hommes ou des femmes de continuer et de
c'est une journée qui donne effectivement l'opportunité, si on a envie de se lever et de faire quelque chose, c'est la bonne journée pour le faire. On n'est pas obligé d'attendre cette journée-là, mais ça peut peut-être donner des idées comme ce plateau aujourd'hui, comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, ou même à travers les différents sports. On va essayer de promouvoir un petit peu le droit des femmes en ce jour. Oui, promouvoir le droit des femmes, justement. On va en parler déjà au travers du sport et au travers de votre parcours, Natacha. On a cette idée que le rugby, c'est un sport de mecs. Vous répondez quoi? Non, le rugby, c'est un sport. La preuve, j'en fais. Et oui, des femmes peuvent en faire aussi. Et en fait, pour moi, le rugby, c'est tout d'abord des valeurs, plus qu'un sport genré. Donc, j'ai choisi ce sport parce que j'aimais ces valeurs. Et c'est ça que je retrouve en fait dans le Rugby Club de Nyon. Ce sont des valeurs d'abord, donc que ce soit avec des garçons ou avec des filles, je suis ravie de pouvoir partager ce sport qui nous unit en fait et qui nous fait grandir au quotidien. Oui, pourtant, il faut faire bouger les choses, changer aussi les mentalités. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a une loi, Natacha, qui a pas mal changé la donne, notamment en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et comment est-ce que justement elle a changé aujourd'hui l'approche du rugby? Ah oui, alors en France, le plus haut niveau de rugby professionnel masculin, c'est le top 14. Et il y a eu cette nouvelle règle en fait qui a donné que chaque club de top 14 devait avoir une équipe féminine pour pouvoir en fait prétendre à jouer en top 14. Et ça a été un énorme boom en France pour le rugby féminin, en plus de tout le travail derrière des fédérations, des différentes fédérations du rugby, mais ça a vraiment aidé le sport féminin parce que ça a donné accès aux femmes à des infrastructures, à un corps médical et à des entraîneurs. C'est des choses que peut-être avant, on avait un petit peu moins dans le rugby féminin. Et dans le rugby féminin en Suisse, on tend vers ça. Les clubs, ils travaillent beaucoup, mais on a un manque de moyens net. Et aussi, peut-être, il manque des filles qui commencent le rugby peut-être plus jeunes et qui montrent à leurs parents qu'au final, certes, c'est un sport de contact, mais il y a des filles qui font de la boxe et qui vont très très bien. Donc, ouais. Chloé, de quel œil vous regardez ça, le fait qu'il ait fallu peut-être obliger finalement à avoir une équipe féminine qui se constitue avant de passer à un grade supérieur? C'est toute la question justement des sports qui sont genrés avec tout cet esprit déjà budgétaire avec les équipes masculines qui sont largement plus sponsorisées que les équipes féminines. Il y a cette histoire de visibilité, on y revient toujours en fait. Et je pense qu'effectivement, mettre en avant des sportives, mettre en avant justement les problématiques qu'elles peuvent avoir, c'est absolument nécessaire et crucial parce que ça va permettre justement de, entre guillemets, bien sûr, rétablir la balance et de pouvoir un peu équilibrer en fait, équilibrer ses budgets dans les équipes féminines et les équipes masculines. De parler d'un sport en général sans genrer en fait, simplement. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Natacha? Est-ce que c'est un sport genré ou pas? Non, alors pour revenir sur ce que Chloé disait, en fait, effectivement, je pense que la promotion et rebalancer ce manque peut-être de moyens dans les sports féminins, ça passe aussi dans les clubs, parce que en fait, par exemple au Rugby Club de Nyon, on ne fait pas de différence si on est junior, si on est un homme ou si on est une femme. Et l'attribution des budgets, ils essayent au maximum de ne pas forcément faire de différence. Et ce serait bien que ce soit reflété à un niveau national et aussi également au niveau des sponsors, que dans la tête des sponsors, parce que ça nous est déjà arrivé d'entendre « oui, mais moi, je veux sponsoriser que les garçons à Nyon ». Non, on sponsorise un club, on sponsorise des valeurs et on ne sponsorise pas l'équipe. Et ça arrive également que des gens nous disent « je veux sponsoriser que les filles de Nyon ».
Ça non plus, en fait, c'est pas forcément Mais c'est intéressant, hein, permettez-moi de vous interrompre, parce que si on revient sur cette question de différence, on le voit tout à l'heure, on a entendu ces questions de différence, sur cela vous en faisiez mention en première partie d'émission. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais qu'est-ce que ça dit peut-être aujourd'hui dans notre approche de quelle place les femmes peuvent et doivent prendre dans la société, en assumant aussi ces différences ? Est-ce que ça vous parle dans le sens où on dit il y a cette différence femmes-hommes, mais il y a une place à prendre dans la société. Comment vous faites, vous, en tant que femme? On gomme ces différences ou pas? Avec quel langage, quel discours? Comment vous faites? Bon, on parle d'égalité des chances. On en arrive à ça. On parle d'égalité des chances. Alors, je suis née femme, comme vous toutes. Je n'ai jamais considéré que c'était un handicap. Je suis la doyenne sur ce plateau. Je peux peut-être rappeler un petit peu l'historique. Vous voyez, j'étais adolescente quand a été introduit en Suisse le suffrage féminin et l'éligibilité des femmes à niveau fédéral. Je fais, je pense, partie des premières générations de femmes à qui les gynécologues ont proposé la pilule comme moyen de contraception. L'avortement a été décriminalisé plusieurs décennies plus tard. J'ai fait ma maturité fédérale à Zurich. Et quand, plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée avec mes compagnes de classe, nous avons constaté que nous toutes avions fait des études académiques après la maturité, alors que ce n'était pas le cas de nos mères. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, je parlais d'éducation. Ma génération a eu accès à l'éducation, a eu la possibilité de gérer sa fertilité, de décider quand, à quel moment et comment on voulait avoir des enfants, et de participer à la vie politique du pays. Alors, je n'ai pas les dernières statistiques, mais celles que j'ai trouvées, 2019, il me semble que le taux de femmes au Palais fédéral avoisinait les 40%. Voilà. Donc, comment obtenir l'égalité des chances? Alors, les outils légaux sont là. Mais ensuite, il y a certainement aussi des barrières en nous, les femmes, auxquelles que nous devons adresser. Par exemple, je sais pour ma part, et je vous le livre comme ça, je l'ai dit tout à l'heure à Chloé, quand on me propose quelque chose, ma première réaction est « est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis apte ?» Et puis après, je ne suis pas téméraire, je ne me lance pas dans quelque chose que je ne sais que je ne saurais pas faire. Est-ce que je suis légitime? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que je suis légitime? Ouais. C'est drôle parce que vous hochez toute la tête. Donc là, il n'y a pas du tout une question de génération. Oui. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, en fait, qu'on connaît malheureusement toutes pour beaucoup. Cette histoire de se poser la question, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'il y a cette notion d'oser aussi? Est-ce qu'on ose le faire? Est-ce qu'on ose jouer au rugby? Est-ce qu'on ose faire cette exposition? Est-ce qu'on ose prendre sa place? Est-ce qu'on Mais ça, ose c'est prendre la important parole? parce qu'on a une responsabilité aussi en tant que femme. Parce que voilà, on entend beaucoup dire, oui, c'est une société patriarcale, les hommes ont fait des choses qui n'étaient pas justes. Allez le confirmer ou pas, mais nous, on a aussi une responsabilité, une place à prendre. C'est à nous de prendre les choses en main. C'est ça, c'est vraiment aussi une question, je pense, d'éducation. Et c'est pour ça que l'éducation, pour moi, en termes de féminisme, il y a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là. C'est comment éduquer nos enfants pour qu'ils n'aient pas forcément à supporter, à porter sur leurs épaules ce que nous, on a eu à porter. Et il y a je pense qu'il y a vraiment cette notion d'éducation qui est très forte, où je le vois, moi, sur des générations. Je suis maman d'un petit garçon de 12 ans, et la manière que j'ai de l'éduquer dans ce sens-là... et vous lui dites quoi? Je lui dis, par exemple, déjà, je lui parle, je lui fais relever souvent, puisque bon, il va à l'école, il discute avec ses camarades. Et c'est là où souvent, il y a l'éducation, mais il y a aussi le milieu éducatif scolaire. C'est là où souvent, il y a des inégalités, où tout d'un coup, j'entends « on m'a dit que je courais comme une fille aujourd'hui ». Donc, tout ça, c'est des remarques effectivement qu'il faut reprendre en tant que parent, typiquement en disant, voilà, à poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire à courir comme une fille?
voilà, il y a toutes ces histoires aussi de genrer au niveau des couleurs, des jouets, de tous les supports qu'on offre aux enfants, en fait, qui sont dédiés aux filles, aux garçons. Donc, il y a aussi cette préoccupation de mélanger le tout et de partir du fait que voilà, tu fais ce que tu as envie, tu joues avec ce que tu veux, et pas de pas voilà, poser le genre dès les plus jeunes âges. Très bien. Revenons justement à l'actualité et puis à cette exposition donc, qui sera vernie cette semaine à Nyon. Ça part notamment d'un postulat qui avait été initié par la conseillère Ilitia Genaille. Parlez-nous-en un petit peu, Catherine, parce que finalement, c'est une exposition qui émerge un petit peu de toutes ces questions, de toutes ces problématiques qu'on a un petit peu touchées du doigt ici. L'invisibilité des femmes, donc il a fallu remonter tout ça. Vous êtes à l'origine notamment d'une recherche qui a été faite. Comment cette exposition, elle est née? Alors effectivement, elle est partie d'un postulat de Ilitia Genaille, mais aussi de Marius Dizan, donc 2 personnes conseillères communales qui ont déposé un postulat auprès de la municipalité qui demandait une visibilisation des femmes dans l'espace public, d'une manière assez large. Et un des volets de ce postulat, c'était notamment de travailler sur la thématique du nom des rues, des noms de lieux dans l'espace public. La municipalité a décidé de répondre à cette question de 2 manières, avec 2 volets. Un volet historique, et voilà, ça c'est le château, le service de la culture qui s'occupait de ce volet-là, où on a mené toute une recherche historique, aussi pour savoir où étaient les femmes, qui étaient les femmes, quelles méthodes utiliser pour valoriser les femmes. Et en parallèle, il y a eu, et il y a encore d'ailleurs, un volet participatif pour accompagner ce volet historique. Quelles femmes on a envie de mettre en valeur, quelles questions il faut se poser aussi aujourd'hui, parce qu'on fait un travail historique, donc on regarde plutôt vers le passé, mais maintenant il y a toutes les questions d'actualité. Donc en mêlant ces 2 volets, on est arrivé maintenant à cette exposition, mais qui est vraiment, on va dire, un pion parmi toutes les autres de toute cette démarche. Donc il y a une exposition, il y a aussi un livre qu'on imagine publier l'année prochaine, et des événements aussi en lien avec la cohésion sociale qui a mené ce volet participatif. Donc on va parler avec vous de ces femmes qui ont marqué l'histoire ici dans notre région, parce qu'il y en a. Mais comment on explique, Catherine, que finalement ces femmes aient disparu et qu'elles aient été invisibles? Alors, il faut se mettre dans un petit contexte historique, c'est qu'en fait, il y a un processus d'écriture de l'histoire qui a surtout valorisé le fait politique ou le fait public. Et ça, c'est très, très net jusque dans les années 1960. Et comme les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles étaient surtout dans la sphère privée. Il faut aussi rappeler que donc, le droit de vote au niveau fédéral en Suisse, c'est 1971. Mais jusqu'en 1982, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Donc, on revient de... Il fallait demander l'autorisation au mari. Voilà. On était en fait des mineurs par rapport aux chefs de famille. Oui. Et on en était où? C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand on y pense. Oui, c'était vraiment, c'était hier, quoi. Oui, vraiment. C'est fou. Ursula, permettez-moi justement de vous poser cette question, puisque vous me disiez avoir vécu finalement toutes ces transformations-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Eh bien, on se dit, je vais pouvoir y aller. Donc, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir étudier, je vais pouvoir être indépendante, je vais pouvoir être indépendante financièrement aussi. Et quelque part, je pense que ma génération s'est un petit peu construite contre l'exemple des mamans, justement, qui étaient sous tutelle et qui n'avaient pas accès C'est à intéressant, toutes ces ça veut dire que le rapport de force, il n'était pas contre les hommes, mais contre les générations précédentes de femmes? Alors, contre, c'est pas en opposition, mais c'est pas comme ça. On va faire différemment. Je peux évoquer une image qui m'est revenue en réfléchissant à notre rencontre. Tout au début des années 80, j'ai rencontré une activiste bolivienne qui était venue en Italie où j'enseignais à l'époque. C'était tout au début des années 80. C'était une mineure, une femme de mineur, donc mineure qui travaillait dans une mine. Et elle nous a fait, elle avait été invitée par un groupe de féministes dans la ville où j'habitais. Je suis allée écouter son discours. Puis à la fin, on lui a demandé, mais vous faites comment pour vous battre contre les hommes? Puis elle nous a regardés, elle a dit, mais je ne me bats pas du tout contre les hommes. Moi, je me bats
contre le système qui fait que je ne puisse pas me battre aux côtés des hommes. Et pour moi, ça, c'est totalement l'égalité des chances. Et ça, c'était il y a 45 ans. Oui, Chloé, j'imagine que c'est des mots qui résonnent en vous. On va prendre quelques exemples aussi dans votre manière de travailler, parce que vous dites que vous êtes artiviste. Qu'est-ce que c'est déjà ? Artiviste, en fait, c'est un mélange d'artiste et d'activiste. Puisque, en fait, moi, l'image, la photographie, je l'arbore vraiment comme en levier, en moyen de faire évoluer les consciences. Oui. C'est passé notamment au travers des Nanas de Paname, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez toute une communauté, des personnalités qui vous ont rejoint en France aujourd'hui. L'année dernière, je crois que vous avez initié ce même projet, une petite sœur, au fait, avec les Romandes. Mais on va voir quelques photos, justement, de ces Nanas de Paname. Avec quel but, justement, dans la photographie ? Qu'est-ce qu'on vient chambouler ou quel code est-ce qu'on vient casser ? Alors en fait, la photographie, ça interpelle. Souvent, quand on va dans la rue ou quand voilà, la première chose qu'on voit, c'est l'image. Donc c'est grâce à l'image qu'on va aller voir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que c'est ? Et donc c'est pour ça que pour moi, rassembler des personnes, favoriser l'entraide, booster l'ambition féminine, parler de sujets, détabouiser certains sujets de société. C'est lesquels ? Qui touchent la femme et les minorités, il y en a plusieurs. Ça va être, par exemple, tout ce qui touche la précarité menstruelle, les droits LGBTQIA+, les violences conjugales. Enfin, il y a énormément de sujets aujourd'hui qui doivent être traités. Et l'image est un moyen, je trouve, assez remarquable de susciter l'intention. Voilà. Oui. Entre filles, ou même vous, Natacha, quand on entend ces discussions, est-ce que, par exemple, au sein des Mermaids, vous parlez de toutes ces questions-là ? Parce que je sais que quand j'en ai parlé avec le coach de cette journée du 8 mars, lui a été très touché, sensibilisé à ça. Il dit, oui, c'est symbolique qu'on lance notre saison en cette date-là. Est-ce que, vous parliez tout à l'heure des valeurs du rugby, est-ce que c'est finalement aussi une façon aujourd'hui de faire du sport pour s'inscrire dans la société et faire bouger ces choses-là ? Et est-ce que vous en parlez entre vous ? Alors, les valeurs, je dirais plutôt que c'est... Pour moi, mon équipe féminine, c'est ma famille du dimanche, je l'appelle. C'est les personnes avec qui je me réunis quasiment tous les dimanches et 2 fois par semaine le soir. C'est une communauté et on parle énormément de ces sujets-là. On essaye aussi énormément de s'entraider, mais pas que avec les filles, aussi avec le club en général. Si on a un problème ou une difficulté qu'on rencontre, on va essayer effectivement, et peut-être qu'on est plus ouvert à parler de ces choses-là, mais aussi parce que, du coup, le fait de faire un sport qui est assez qui a une connotation assez masculine, ça nous a un peu débridés. Donc on n'a pas forcément peur de parler de ces tabous-là ou même de raconter certaines histoires qu'on a pu rencontrer, avoir vécu ces histoires. Racontons-les justement, Catherine. Revenons sur ces femmes qui ont marqué justement des générations et notre district. Vous avez choisi quelques photos en particulier qui sont notamment à voir dans cette exposition qui sera vernie à partir de cette semaine. C'est qui ces femmes qui ont marqué justement notre district ? Alors, on a essayé d'être le plus large possible. On n'avait pas envie de mettre en valeur seulement des femmes qui étaient actives ou qui avaient fait Nyon, et qui étaient aussi peut-être d'un certain milieu social assez élevé ou qui étaient éduquées. Donc, l'idée, c'est qu'on parle de biographie, on a des portraits de femmes, mais on a aussi des portraits de groupes de femmes ou de thématiques. Par exemple, la prostitution à Nyon, ça a été une réalité, c'est certainement encore une réalité. Et en fait, là, on n'a pas vraiment de nom et on n'avait pas forcément non plus envie de mettre un nom pour stigmatiser. Mais voilà, ça donnait en fait une vision extrêmement large, la plus large possible. Vous êtes allé chercher aussi dans ces clichés qu'on a. On peut prendre par exemple l'économie, qui a très peu de femmes qui ont travaillé, qui ont œuvré à Nyon. Il y a des ouvrières notamment qui étaient très importantes et qui ont constitué l'histoire. Oui.
Alors à Nyon, c'est vrai il y a 2-3 thèmes qui m'ont vraiment frappée. Il y a le thème de l'éducation et de la formation, et notamment celle des ouvrières de la poterie de Nyon. Il y avait plusieurs industries à Nyon, des allumettes, des pâtes, et la poterie de Nyon. Et à la poterie de Nyon, il y avait des ouvrières, mais qui en fait étaient assez formées. Donc c'était un petit peu une classe supérieure, on va dire, des ouvrières. Et elles ont été sensibilisées par leur contremaître au droit du travail. Elles se sont syndiquées et de fil en aiguille, elles ont obtenu des droits en étant syndiquées. Et il y en a une qui est assez célèbre, qui est Madame Gabrielle Ethno-Damon, donc qui a commencé comme ouvrière. On présente un film d'elle d'ailleurs dans l'exposition. Elle d'ailleurs, elle le dit dans ce film, elle aurait voulu être comptable. Mais ses parents lui ont dit comptable, ça se fait pas pour une fille. Et on a besoin d'argent aussi dans le ménage. C'était une famille assez peu aisée de Nyon, donc elle est allée faire cet apprentissage qui était tout destiné pour une femme. Et puis de fil en aiguille, elle s'est syndiquée, elle était sensibilisée à ça, au droit des femmes, au suffrage féminin. Et finalement, elle était jusqu'au Grand Conseil. Elle était la première femme aussi présidente du Conseil communal. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une des figures de Nyon. Une des figures. Ursula, est-ce que vous, dans votre parcours, justement, on vous a dit, ça, c'est des fonctions qui ne se font pas en tant que femme? Alors, je me souviens, bien sûr, on a une mémoire sélective, mais je me souviens d'embûches. Je vais vous en livrer une tout au début, d'ailleurs, avant d'entrer encore au gymnase. J'ai fait la première partie de ma scolarité à Paris, puis ensuite on a redéménagé à Zurich, d'où je suis originaire. Et à Zurich, il fallait faire un examen de passage pour être accepté au lycée. Ce qu'on appelle la Chemie-Prüfung, elle a eu lieu lundi dernier à Zurich d'ailleurs. Et c'est toujours un examen qui fait un peu peur. Alors, j'ai fait 2 ans de préparation. J'étais dans une classe mixte, il y avait des garçons et des filles. En principe, nous avions un tronc commun, mais il y avait certaines matières qui n'étaient enseignées qu'aux filles et d'autres qu'aux garçons, pendant le même horaire. Les garçons faisaient des mathématiques et de la trigonométrie, alors que les filles faisaient de la couture. J'ai dû faire une demande spéciale pour pouvoir migrer de la classe de couture à la classe de mathématiques et trigonométrie, ce qui m'a permis de réussir l'examen d'admission au lycée. Mais demande qui a été facilement acceptée, ou il a fallu justement y aller et convaincre? Alors, en tout cas, en famille, pas du tout. La famille était bien sûr me donnait son support. Mais je ne me souviens pas à l'école, ça fait partie de la mémoire sélective. On élimine des souvenirs. Voilà. Je me souviens en tout cas que j'ai réussi à faire la trigonométrie avec les garçons, ce qui m'a permis ensuite d'accéder au lycée et d'avoir des notes correctes. Par contre, pour coudre un bouton, je suis toujours pas un as. Et vous le dites avec le sourire, c'est vrai que là, on n'a peut-être pas assez appris des générations précédentes. J'aimerais faire un dernier tour de table avec vous, mesdames, sur peut-être les femmes qui ont marqué l'année précédente, parce qu'il y en a. Est-ce que vous avez des exemples aussi, peut-être même pas que cette année, mais dans vos parcours, de femmes qui sont pour vous des exemples qui vous ont marqué dans leur manière de faire, dans leurs actions, peut-être dans leurs histoires? Chloé, on commence par vous. Il y en a beaucoup. Faut choisir. Faut choisir. Pour 2024, je dirais que y a 2 écrivaines qui me touchent particulièrement. La première, c'est Salomé Saké, avec son livre Résiste. Que je trouve fantastique, qui ouvre en fait une vision extrêmement intéressante sur l'extrême droite et sur tout ce qui touche à cette montée en puissance de ce. Comment les générations actuelles peuvent aujourd'hui trouver un sens au monde qui est un petit peu chamboulé et chaotique finalement. C'est ça, et je trouve que c'est très intéressant. Et sinon, j'aime beaucoup l'autrice Mona Chollet, qui a écrit en livre aussi sur la déculpabilisation, qui est un mot qui touche énormément de femmes, effectivement. Et c'est un ouvrage que je recommande vivement aussi, et que je trouve très intéressant sur ces questions-là. Avec 2 recommandations de lecture à la maison, peut-être qui vous donnera aussi envie de lire. Catherine, si vous deviez donner un nom, ça serait qui? En fait, comme Chloé, ce sont des femmes qui écrivent, et notamment Léonora Miano, qui est une femme d'origine africaine et qui écrit sur le féminisme aussi en Afrique. Et
il y a une historienne que j'apprécie particulièrement, c'est Michel Perrault, qui a actuellement, je pense, 90 ans, qu'on voit encore à la télévision, qui parle beaucoup et qui est, pour moi, l'historienne française qui a vraiment écrit sur l'histoire des femmes, qui a redonné une visibilité aux femmes dans l'histoire de France et d'ailleurs, évidemment. Redonner une visibilité, voilà que... Quand on y revient justement avec cette exposition Ursula pour vous, s'il y avait un nom à donner, ce serait lequel? Une femme qui a marqué... Alors, je vous ai parlé tout à l'heure justement de cette activiste bolivienne. Je vais lui donner un nom. Elle s'appelait Domitila Barrios Chunguara. Et elle est décédée il y a 13 ans. Et quand je l'ai entendue, j'étais très jeune. Et ça m'a beaucoup marquée. Et ça donnait quelque part un ton à mon parcours. Et par la suite, ma vie professionnelle m'a souvent, longtemps amenée en Afrique. Et là, il y a un dicton que j'aimerais, comme ça, vous livrer, qui dit « Si tu veux aller vite, vas-y toute seule. Mais si tu veux aller loin, allez-y ensemble. » Voilà, de quoi faire réfléchir de manière philosophique et ensemble, peut-être ce mot qu'on va retenir ici aujourd'hui. Natacha, pour vous? Moi, ce serait pas forcément une personne en particulier auquel je pense, mais l'année 2024 a été très riche sportivement parlant. On a eu l'honneur d'avoir les Jeux Olympiques qui se sont déroulés pas très loin de chez nous en France. Et toutes ces sportives, je pense notamment au surf, au VTT également, au judo aussi, qui ont brillé. Et cette année, il y aura les championnats du monde, je crois, de la Coupe du monde de foot, qui se passera en Suisse, et la Coupe du monde féminine de rugby aussi, qui va avoir lieu en septembre en Angleterre. Donc c'est toutes ces femmes-là qui vont sur les terrains ou sur les rings de boxe ou dans des endroits qui ne sont pas forcément totalement dédiés d'abord aux femmes, qui sont quand même assez inspirantes. Mesdames, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu de vos histoires, de vos actions avec nous. J'étais ravie de vous recevoir. Merci. Merci. À la maison, un plaisir également d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Belle suite de programmes.